Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la Crorès qu'on a débriefé un petit peu ensemble pendant des petites vidéos TikTok. On ne l'a pas fait tous les jours parce que j'ai pas pu voir toutes les étapes, enfin j'ai vu toutes les étapes en direct, mais parfois j'avais pas le temps de faire le débrief juste après parce que je faisais autre chose. Mais on va débriefer globalement ce Tour de Croatie, cette Crorès. On va parler beaucoup de choses. Top flop, pas de bilan des Bleus parce qu'il y avait peu de coureurs français au départ, même s'ils ont été assez actifs. Cette semaine, du côté sur la chaîne, on parlera bien entendu de Paris-Bourges, on parlera de Paris-Tours, on parlera du Tour de Lombardie, mais on parlera de d'autres courses totalement qui ont lieu aujourd'hui. Enfin voilà, on va essayer de débriefer pas mal de cyclisme cette semaine parce que c'est la dernière grosse semaine de la saison 2022. Après, ça va un petit peu se calmer après Paris-Tour, même s'il y aura encore du cyclisme sur la chaîne. Mais je vous en dirai peut-être un peu plus après Paris-Tour. Tour de Croatie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. On va lancer un débat sur la sécurité encore une fois. Est-ce que vous avez trouvé que les arrivées étaient beaucoup trop dangereuses? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Normalement cette semaine, le retour de EPS 2.0 avec un épisode numéro 4. J'aurai plus de choses à vous dire sur le PS 2.0 un peu plus tard dans la semaine. Et puis on parlera, n'hésitez pas à aller voir également TikTok. Et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la Formule 1 ou la vidéo encore sur le maintien, je ne sais pas dans quel ordre. Elles seront mises en ligne. La Formule 1 c'est lundi, je ne sais pas si le maintien ça sera peut-être demain. Tour de Croatie avec un parcours très sympa. Alors très sympa, vous allez voir, après on va recritiquer le parcours, mais parcours très sympa au niveau des paysages, notamment parce que la Croatie c'est quand même un coin assez joli, notamment le long de la mer. C'est encore assez sauvage, même si il y a de plus en plus de tourisme du côté de la Croatie. C'est un coin un petit peu à la mode, comme l'Islande c'est devenu à la mode au niveau du tourisme. Avec quand même des belles difficultés, notamment l'étape numéro 3 avec cette montée en gravel. Mais il y avait des arrivées assez intéressantes. Une épreuve qui grandit, qui grossit au niveau de la liste de départ également. Avec au départ, il y avait le grand retour de Jonas Vingegaard, le vainqueur du dernier Tour de France, mais on avait également du beau monde, la Trek était venue par rapport aux équipes World Tour. On avait également donc la Bahreïn avec notamment Mohoric, Jonathan Milan également. Enfin voilà, il y avait des bonnes pépites. Au départ, il y avait la DSM aussi, qui était au départ. Enfin voilà, il y avait des belles équipes au départ de cette Crow Race. Israël est également venu. La Jumbo-Visma, Ineos c'était également au départ, et puis des belles équipes de deuxième division, notamment BNB Hotel, le Cometa, Rural, Kern Pharma, Bingol, Bardiani, Human Powered Health, UnoX, et puis les équipes continentales, on va dire locales, plus l'équipe Vorarlberg qui est une très belle équipe de troisième division, avec notamment le français Alexis Guérin. Donc il y avait du monde au départ avec des belles étapes également, un beau parcours, notamment l'étape 5 qui était assez intéressante, très vallonnée. On avait également l'étape 5 qui était très intéressante du côté de Cliff Vinica. L'étape 3 donc avec cette montée très compliquée du côté de Primolstein, et puis il y avait également l'étape 4 où il y avait une petite côte dans le final, mais on reviendra un petit peu sur cette étape numéro 4 un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, il y avait un parcours qui était quand même assez intéressant pour une course de 5 jours. En plus, on est en fin d'année, donc les courses par étapes en fin de saison, c'est jamais facile parce que vous avez des équipiers qui sont complètement rincés, ce qui peut toujours donner des surprises au niveau du classement général, même si là ça a été moyennement le cas. Parce que vous avez des coureurs qui finissent fort et puis vous avez des coureurs qui sont rincés. Et puis, on avait un parcours qui était suffisamment difficile pour nous amener du spectacle, mais pas trop pour favoriser les grimpeurs. Donc, ce qui nous a donné souvent des étapes assez intéressantes. Même si il y avait un gros problème
Gros problème plutôt. Je vais y arriver. Là, il est 17h30. Je suis là depuis 6h30, c'est dur. Donc, il y a eu un gros problème, c'est le parcours, la sécurité. Encore une fois, la sécurité qui a été vraiment problématique sur les différentes arrivées, avec des arrivées beaucoup plus trop difficiles. Au niveau technique, je pense notamment à la dernière étape, on avait des rails de tramway, on avait des petites bites en métal là, bien cachées, on dirait comme des trucs pour s'amarrer le long des ports. Enfin voilà, là où vous mettez votre corde là, pour amarrer votre bateau. Enfin voilà, c'était un enfer le parcours de la dernière étape. Mais du côté de Zagreb, mais c'était pas mieux du côté de l'étape numéro 4 et même l'étape 1, c'était très très technique dans le final, beaucoup trop technique et en termes de sécurité c'était compliqué, même l'étape de Zadar aussi, l'étape numéro 2 où le circuit final était vraiment un enfer également. Je trouve qu'on a pris beaucoup de risques au niveau de la sécurité des coureurs. J'aurais dû le noter le nombre de fois, je l'ai dit cette année, la prise de risque sur la sécurité des coureurs, parce que je l'ai dit beaucoup trop souvent. J'aurais dû le dire une fois ou deux fois dans l'année, or j'ai dû le dire au moins 15 fois cette saison, le coup de la sécurité avec là vraiment des arrivées en ville beaucoup trop dangereuses et c'était prévisible, tout simplement déjà parce que il y a un circuit, on a réutilisé le même l'année d'avant, c'est-à-dire l'étape 4, le circuit autour de Krivenica. Eh ben, on a utilisé le même circuit que l'année d'avant et l'année d'avant il y avait eu une grosse chute massive et là on a eu encore de la chance, mais Jonathan Milan a déchaussé lors de cette étape, mais c'était la même arrivée. Et pour tout vous dire, c'est un truc qui m'avait marqué parce que j'avais pas regardé l'avant-course sur la chaîne L'équipe. J'avais pris l'étape à 15h30, 15h45. C'est à peu près ce que j'ai fait pendant toute la semaine, sauf samedi et dimanche où les étapes avaient lieu plus tôt. Mais sinon, j'ai regardé à partir de 15h30, 15h45, grosso modo les 50 derniers kilomètres. Et cette étape-là, quand j'ai vu le premier passage sur la ligne, je me suis dit, on y est déjà passé l'année dernière. Je me souvenais de la fameuse épingle. L'épingle où le coureur de la Bardiani est tombé et où Jonathan Milan après a déchaussé, et je me souvenais de l'épingle. Pour vous dire que je me souviens d'un truc sur quand même le Tour de Croatie qui n'est pas la course de l'année, c'est que c'était vraiment un truc important en termes de sécurité, et je suis quasiment sûr également que le parcours autour de Zagreb, ça me disait quelque chose aussi, la fameuse montée en pavé. Alors le passage avec le tram, ça me disait rien, par contre le passage en montée pavée, ça me disait quelque chose également. Donc on reprend les mêmes circuits et avec les mêmes dangers que les années précédentes. Mais bon, c'est pas comme si l'UCI faisait taper sur les doigts des organisateurs. L'UCI n'a pas tapé sur l'organisateur du Tour du Burgos, n'a pas tapé sur l'organisateur du Tour de Turquie. Voilà, l'UCI s'en tape d'avoir des blessés au niveau des coureurs. Et tant que les équipes et les coureurs ne... Alors les coureurs se manifestent énormément, mais je trouve que les équipes ne se manifestent pas assez. Or, un coureur qui se blesse au mois d'octobre, par exemple, s'il se fait une grosse blessure, une grosse blessure, c'est un coureur que tu ne verras pas en début de saison non plus, donc ça peut avoir des impacts importants. Et c'est pour ça que j'aimerais que les équipes se mobilisent un peu plus également sur la sécurité des courses. Or, j'ai l'impression que c'est seulement quelques coureurs qui s'en émeuvent. Quand il y aura des grosses catastrophes, à un moment, il ne faudra pas dire on le savait déjà. Non, parce qu'on aurait pu faire des choses avant. On aurait pu faire des choses avant, sauf qu'on ne l'a pas fait. Là, quand on arrive, pour vous dire, j'ai jamais foutu les pieds en Croatie, mais je savais que Zadar, c'est une ville historique. Quand on rentre dans le centre de Zadar, on sait que ça va être une catastrophe. Le dernier kilomètre de cette fameuse étape de Zadar, il y avait un tunnel où il y avait un rétrécissement avec un petit tunnel. Forcément, ça ne pouvait pas bien se passer. Enfin voilà, l'étape donc 4, on a déjà fait le même parcours l'année dernière. Les routes sont hyper étroites dans le final. L'étape de Zagreb, pareil. Il fallait pas arriver à l'intérieur des villes. La Croatie a ce problème-là. Il semblerait que les villes sont très étroites. Dans ce cas-là, tu n'arrives pas dans les villes, tu arrives en périphérie. Là, on va parler du parcours de Paris-Bourges. Le parcours de Paris-Bourges, excuse-moi, il arrive par rue Moyenne. Parce que rue Moyenne, la rue a fait 2,50 m de large et qu'il n'y a pas la place pour faire l'arrivée en haut de la rue Moyenne. On pourrait passer par la rue Moyenne peut-être à 20 bornes de l'arrivée, mais il y a un moment, il y a des questions de sécurité.
C'est fou que sur certaines courses, on ne s'inquiète pas de la sécurité, mais cette année, il y a eu trop de problèmes. Et c'est fou qu'il n'y ait que les suiveurs qui s'en émeuvent. J'ai vu notamment Johan Brunel, donc l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, hein, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Johan Brunel, pour les plus jeunes d'entre vous, qui a montré une vidéo de la fameuse montée du côté de la dernière étape du côté de Zagreb, qui a montré donc le fameux passage avec la montée pavée, qui a dit que c'était du n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que dans le peloton même, on s'en émeut pas énormément de la sécurité, à part Trentin à l'arrivée du Tour de Burgos qui en avait parlé. Tout le monde dit c'est dangereux, mais personne dit c'est du n'importe quoi. Or là, très clairement sur les étapes de ce Tour de Croatie, il y en a quand même 3 où c'est du n'importe quoi. J'ai envie de dire que peut-être même celle qui était la moins dangereuse, c'était l'arrivée en gravel. Donc c'est un peu dommageable qu'on ait eu autant de problèmes sécuritaires qui gâchent la course, je trouve, en plus, parce que ça nuit à la course. Bon voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule encore une fois sur la sécurité, mais je pense que c'est un coup de gueule que j'ai réutilisé plusieurs fois cette année. Et on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec les Français et je commence avec Axel Laurence. Et Axel Laurence, quelle saison quand même. C'est peut-être le coureur BNB qui a été le plus performant cette année, Axel Laurence. 5e de ce Tour de Croatie, de cette Croix-Race, au général, avec une victoire d'étape du côté de cette fameuse étape numéro 4 où il a bien profité de la chute, il a réussi à se faufiler. Également 6e de l'étape 5 et de l'étape 3 du Tour de Luxembourg, 4e de l'étape 2. Là sur ce Tour de Croatie, il a fait 6e de l'étape 3, 4e de l'étape 2, 7e de l'étape 5, 2e de la Bretagne classique derrière Wout van Aert, 3e de l'étape numéro 3 du Tour du Poitou-Charentes. Il a fait également 3e deux reprises sur le Tour de Wallonie. Et puis on l'a vu également 10e du général du Tour de Bretagne. Il a fait également 2e de l'étape qui partait de Kigali sur le Tour du Rwanda. Enfin voilà, il a été assez régulier pendant toute cette saison. Je trouve qu'il est monté en puissance. C'est sa première année complète chez les professionnels. Il finit très très fort. C'est très satisfaisant et ça montre que BNB Hotel devrait un peu plus miser sur les jeunes coureurs plutôt que miser sur les très anciens coureurs, même si on a vu également du très bon Pierre Rolland. On le verra du côté de Paris-Tours. Ça serait peut-être parmi des coureurs, il faudrait peut-être miser une petite piécette sur lui. Mais il a été très très bon pendant toute cette semaine et je trouve qu'il finit très très bien la saison. Et puis première victoire chez les professionnels dès sa première saison, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est bien sur ce Tour de Croatie, c'est qu'il a montré une belle polyvalence. Vu que c'est un coureur qui est plutôt un sprinter, on est plutôt sur un puncher sprinter, je dirais, dans l'idée. Axel Laurence, et il a montré des très très belles choses sur ce Tour de Croatie, sur des montées assez pentues. Donc c'est vraiment bien ce qu'a fait Axel Laurence cette année. Ça sera intéressant de le revoir l'année prochaine. Alors il y aura encore un jour de course. Pour le moment, c'est Paris-Tours qui sera au programme de Axel Laurence, mais c'est un coureur intéressant pour l'avenir du côté de BNB Hotel. On devait nous annoncer des choses en passant du côté de BNB Hotel parce que normalement il devait y avoir une conférence de presse en septembre. Nous sommes en octobre, il n'y a toujours pas eu de conférence de presse. Alors on devait nous indiquer que 5 coureurs World Tour devaient s'engager avec l'équipe et surtout qu'il y avait des nouveaux co-sponsors. Au moins, nouveaux sponsors, co-sponsors avec l'arrivée de la ville de Paris qui, je rappelle, ne fait que juste du naming. La ville de Paris ne met pas d'argent là-dessus. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose du côté de BNB Hotel, ce qui, je trouve, est un petit peu inquiétant. Est-ce que le budget va être assez similaire aux années précédentes? Est-ce qu'il n'y aura pas d'évolution? J'ai l'impression qu'on va plutôt vers là-dessus. On devait également créer une équipe féminine. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'informations là-dessus supplémentaires. Donc, est-ce que Jérôme Pinault travaille?
Ou est-ce que Jérôme Pinault a tenté de lancer un truc comme ça pour voir si ça allait prendre et que ça n'a pas pris? Je sais pas. On peut noter également la belle performance d'Alexis Guérin. Alexis Guérin qui finit bien la saison. Il a eu un peu plus de mal en début de saison que l'année dernière, mais Alexis Guérin qui finit bien. Le coureur de l'équipe Vorarlberg. Vorarlberg est une belle formation de Continental notamment. Il a pris le classement de la montagne. Il finit également 11e du général, donc ça c'est vraiment bien, en sachant qu'il a fini deuxième du Tour de Bulgarie cette année, et vainqueur d'une étape sur le Saskatour, c'était l'étape numéro 4. Voilà pour la saison d'Alexis Guérin, deuxième également de la Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt du côté de l'Autriche. Et 16e du général de la Alpe Isère Tour, troisième également du South Aigan Tour qui se déroule en Grèce et troisième du Tour de Rhodes. Également en Grèce, ça c'était du côté du mois de mars. Mais voilà, saison quand même peut-être un peu plus compliquée pour Alexis Guérin, mais il a quand même pris des victoires. Je rappelle Alexis Guérin qui, c'est assez surprenant vu sa saison l'année dernière, n'avait pas été engagé dans une équipe de deuxième division, une équipe de première division française. Alexis Guérin qui est un coureur qui a 30 ans, qui a vagabondé, il est passé à la FDJ chez Etix. Ensuite il a eu 3 ans de pause avant de rejoindre Delco, et puis en 2020 il a rejoint Vorarlberg après 2 ans chez Delco où les résultats avaient été moyens, mais c'est quand même un coureur qui a fait 5e du Tour de Vendée par exemple, 8e du Mémorial Marco Pantani, 2e du Tour de Savoie-Mont-Blanc, 6e de la Croix Race en 2019, donc voilà, c'est quand même un coureur qui a déjà eu des résultats dans sa carrière, mais pas forcément suffisant, il semblerait pour certaines. Par exemple, c'est un coureur, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas partie de l'équipe BNP Hotel, par exemple, sur ce profil-là. Même chez Cofidis, je pense que ça pourrait être un coureur intéressant. Alexis Guérin, on poursuit avec les coureurs au top après les Bleus. Avec Jonathan Milan, l'Italien du côté de la Bahreïn victorieux. Jonathan Milan que j'avais déjà vu moi du côté du Tour de Pologne où j'avais dit il avait fait un sacré boulot sur le Tour de Pologne, l'étape remportée par Bauhaus. Il avait fait un sacré boulot. Deuxième d'une étape sur le Tour d'Allemagne, vainqueur là de 2 étapes sur ce Tour de Croatie, l'étape numéro 2 où il y a eu cette fameuse bagarre avec Pierre Barbier, deuxième de l'étape numéro 4 derrière Axel Laurence. C'est un jeune coureur qui a peu de jours de course cette année, 37 jours de course, mais qui a fait pas mal de pistes. Également Jonathan Milan, c'est sa 2e année en World Tour chez Bahreïn Victorious, et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Ça fait partie des coureurs qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine. Jonathan Milan, mais je trouve qu'il a vraiment progressé cette année. On l'a vu sur la piste, notamment il a participé, il est dans l'équipe de poursuite italienne. Je trouve, moi, c'est un coureur qui a montré également sa polyvalence cette semaine, parce que pour un mec qui a une grosse pointe de vitesse, qui est un très grand gabarit, parce qu'il fait 1m94, donc c'est le gabarit de Ghana, pour 84 kg, donc là on est sur un très très beau bébé. La manière dont il a monté la pente en gravel lors de l'étape 3, il finit 5e de l'étape 3. Chapeau pour monter une carcasse comme ça, sur ce type de montée. Et puis c'est quelqu'un qui est capable d'aller loin dans l'effort, parce qu'on a vu à l'arrivée, c'est vraiment minable sur cette étape-là. Donc il est capable d'aller très très loin dans la douleur, dans l'effort. C'est un coureur, moi, qui je pense est très intéressant. Il est en plus libre pour le moment. Alors, est-ce qu'il va pas rejoindre l'équipe lancée par Vincenzo Nibali? C'est pour ça qu'il sera indiqué comme sans contrat pour l'année prochaine. Et c'est un coureur qui a commencé dans l'équipe italienne Cycling Team Friuli en 2019 et 2020. Donc, est une équipe qui fait partie des multiples équipes continentales qu'on voit en Italie. Il était notamment avec Mattia et Davide Baïs dans cette équipe, ou encore Giovanni Aleotti également, qui sont dans des équipes de deuxième division italienne. Donc voilà, c'est un coureur qui mériterait aujourd'hui
Jonathan Milan de rester en World Tour, mais peut-être de changer d'équipe parce que je trouve que c'est un coureur qui est très très intéressant et qui est vraiment monté en puissance cette année. Voilà, avec des victoires très très bonnes. Hein. C'est un coureur qui a 2 victoires dans sa carrière obtenues voilà, sur cette course-là, mais je trouve que c'est un coureur qui progresse. Il a fait quand même 2 très bons sprints sur ce Tour de Croatie. Moi je l'avais vu, il avait fait un énorme travail pour Phil Boao sur le Tour de Pologne, où il a vraiment fait gérer au moins 70% de la victoire avec le travail qu'il avait effectué lors de cette course-là. Mais c'est un coureur voilà, qui a très peu couru. Il n'a pas couru du mois de mars au mois de juillet sur la route. Voilà, parce qu'il faisait de la piste. Il n'a pas couru entre le Saxo, le Grand Prix O3, donc le 25 mars, et le 30 juillet sur la première étape du Tour de Pologne, ce qui est assez rare, mais il a fait de la poursuite. On l'avait vu notamment, je crois, du côté des championnats d'Europe, où il avait même peut-être fait le kilomètre, Jonathan Milan, je crois me rappeler, ce qui montre la polyvalence également sur la piste de ce coureur. On poursuit du côté des coureurs au top. On peut rappeler également pour la Bahreïn que c'est Matej Mohoric qui s'est imposé. Moi, je voulais parler du jeune coureur britannique Oscar Onley, jeune écossais qui a également été très performant cette semaine sur ce Tour de Croatie, qui finit meilleur jeune, 3e du classement général. Je trouve qu'il a fait vraiment du bon boulot, qu'il est dans l'équipe de développement de DSM. Il avait déjà fait le Tour de Grande-Bretagne et là, on l'a revu sur l'Accro Race dans l'équipe 1. C'est l'avantage de ces équipes de formation, c'est que vous pouvez tester vos coureurs sur des courses d'un niveau, dans votre équipe 1. Vous pouvez tester des coureurs de la réserve dans l'équipe 1. C'est un coureur qui a fait 9e sur le Tour d'Italie, moins de 23 ans, au mois de juin, qui a fait également 5e du circuit des Ardennes international, qui également a remporté une étape du Tour de la vallée d'Aoste, 7e du Saskatour, parler d'Alexis Guérin qui était également sur cette course-là, et il est dans l'équipe de développement de la DSM, il continuera dans l'équipe de développement de la DSM l'année prochaine. On le verra notamment du côté de Paris Tour Espoir, on verra ce qu'il fera du côté de Paris Tour Espoir, Oscar Onley, et c'est un coureur qui a commencé chez Chambéry Formation sa carrière, Oscar Onley. Donc ça fait depuis quelques années déjà qu'il est à l'international, et souvent quand vous êtes très tôt à l'international, c'est que vous avez un petit talent quand même de coureur, c'est que vous n'êtes pas le plus mauvais au monde. Donc voilà, belle performance de la part d'Oscar Onley cette semaine, et ça montre aussi une belle capacité d'adaptation, parce qu'il y a des coureurs qui se sont mis à son service du côté de la DSM. Donc voilà, il a fait du bon boulot, notamment quand tu vois un Nils Seekoff ou un Chris Hamilton surtout se mettre à ton service dans des étapes un peu difficiles, c'est qu'on te fait confiance chez DSM. Donc c'est encore cette fameuse capacité, moi qui me surprend toujours de la DSM, de réussir à trouver des coureurs très performants, des très bons coureurs du côté de la DSM. C'est une équipe qui arrive toujours à trouver des fantastiques coureurs chez les jeunes. On passe à Jonas Vingegaard. Pourquoi au top ? C'était le grand retour de Jonas Vingegaard. Et puis, après le Tour de France, on nous avait dit il est en dépression, il a du mal à vivre avec la médiatisation liée au Tour de France. Ça l'a énormément fatigué, ce Tour de France. Donc on se disait, est-ce qu'on allait le revoir d'ici la fin de saison ? Et puis on voyait les journées de course se poursuivre sans lui, et on se disait est-ce qu'il va revenir ? Et pour moi ça aurait été décevant qu'il ne revienne pas en étant un petit peu en forme sur cette course-là, parce que il serait reparti sur l'année 2023 avec des doutes, et c'est pas top de commencer une saison en ayant des gros doutes. Là il sait ce qu'il vaut, il sait quel est son état de forme. Il finit 2e, mais il était vraiment il a été performant pendant les 5 jours de course. Il n'a pas voulu prendre de risques dimanche, et on peut le comprendre sur le circuit de Zagreb, ce qui fait qu'il n'était pas très bien placé, et en plus quand il y a eu la chute d'Axel Laurence, ça n'a pas aidé, mais je trouve que Vingegaard a fait une semaine très intéressante. Il n'était pas au top de sa forme encore, mais il était vraiment bien. Il n'était pas en top de sa forme parce qu'on voit que sur la montée de gravel face à Oscar Onley, ça joue vraiment ça joue de manière très proche, mais sinon il a fait une belle semaine, je trouve, Vingegaard.
Voilà, il a repris contact, on va dire, avec le peloton professionnel. C'était, je pense, important avant la fin de saison. Je pense qu'il doit aller sur le Tour de Lombardie. Ça m'étonnerait qu'on ne l'envoie pas sur le Tour de Lombardie, voilà, du côté de la Jumbo. Ça devrait être son dernier jour de course sur le Tour de Lombardie, comme beaucoup de coureurs. Est-ce qu'il sera là en tant que leader ou est-ce qu'on aura un autre coureur à son service sur ce Tour de Lombardie 2022 où il y aura quand même du beau monde, comme souvent. Il y aura des très très bons coureurs et la course pourrait peut-être se lancer extrêmement tôt, avec notamment la Total Energy qui sera au départ, avec notamment, je pense qu'on aura Villermoz par exemple, Pierre Latour, il y aura également Arkea, Drew Nopper, Cara Rural aussi, avec le dernier jour de course certainement de Michael Nieve, du côté de Cara Rural, et Michael Nieve qui était sur cette Crow Race, il a fini 12e, Michael Nieve, donc voilà, coureur intéressant. Nieve, qui a une grande carrière, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la retraite de Valverde, la retraite de Gilbert, la retraite de Nibali, mais Nieve c'est aussi un coureur qui a été important dans le monde du cyclisme. On a fait le tour des coureurs au top, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, bien 2 équipes en bonnet d'âne cette semaine. La première c'est Ineos. Pourquoi Ineos? Alors certes, ils mettent 2 coureurs dans le top 10, Ineos, Brandon Rivera 6e, Omar Fraile 10e, mais j'ai pas trop compris la stratégie d'Ineos. Je trouve que ça a été un petit peu brouillon cette semaine du côté de Ineos. Alors on a décidé que Geraint Thomas serait équipier, bon ok d'accord. De toute manière, c'est pas le parcours qui convient le mieux à Geraint Thomas. Par contre, assez surpris que Omar Fraile ait un rôle d'équipier pendant cette semaine. Pour moi, ça convenait plus à Omar Fraile cette course qu'à Brandon Rivera. Donc j'ai été assez surpris que Omar Fraile fasse beaucoup d'efforts pour le collectif Ineos. Surtout que pour moi, Brandon Rivera, c'est quand même pas le coureur de l'année non plus. C'est-à-dire qu'à 26 ans pour le moment, c'est pas impressionnant pour ce qu'a fait Brandon Rivera. En plus, c'est un coureur qui n'a pas de contrat avec Ineos pour l'année prochaine. Je sais même pas s'il va être conservé par Ineos pour l'année prochaine. Donc assez surpris qu'on ait fait autant d'efforts pour un mec qui a fait 50e du dernier Tour de Burgos, 138e de la dernière classique Ouest France. C'est pas des résultats incroyables, quoi. Il était même pas dans la sélection colombienne pour les championnats du monde. Et c'est un mec qui a seulement 34 jours de course dans les pattes, donc il a dû avoir pas mal de pépins physiques. Mais ouais, assez surpris qu'on mette autant d'énergie sur ce coureur-là, qui pour moi n'avait pas fait grand-chose. Au départ, je pensais qu'il mettait beaucoup d'énergie pour le jeune coureur allemand. Le jeune coureur allemand, c'était Heiduk, Kim Heiduk. Mais au final, non, vu que Kim Heiduk finit assez loin au général. Kim Heiduk, il finit 23e au général. Donc soit c'était ça l'idée de départ, c'est de mettre en leader Kim Heiduk et que Kim Heiduk n'aurait pas réussi à tenir la cadence et n'aurait pas réussi à être suffisamment performance. Ou soit c'est qu'on avait une autre stratégie et que ça n'a pas marché avec Brandon Rivera comme on le souhaitait, ou soit Omar Fraile n'était pas en condition physique. Mais bon, quand tu fais 10e d'une course comme celle-là, c'est qu'il y a quand même un minimum de foncier du côté de cette équipe, du côté de Fraile. Donc je suis assez surpris qu'on n'ait pas misé sur Omar Fraile au départ. Enfin, quand tu vois l'effectif de Ineos, il y avait également Kwiatkowski au départ, Castroviejo qui commençait à être un petit peu fatigué vu la saison qu'il a fait, Viviani pour les sprints. C'est surpris qu'on ait tout misé sur Rivera, quoi. Parce que c'est pas forcément le coureur sur lequel j'aurais misé en premier dans cet effectif. Ça a fait 6e, mais en étant énormément à l'avant de la course, parce qu'ils ont énormément roulé à l'avant du peloton, au final ils font que 6e. Alors que par exemple la Jumbo a été moins à l'avant de la course, BNB Hotel a peut-être été moins à l'avant de la course également que Ineos. Ineos, ils ont énormément roulé pour finir 6e d'une course 2-2. Je crois que c'est d'une 2-1, pardon.
Bon, c'est pas l'affaire du siècle, quoi, hein, très clairement, du côté de Ineos. Et puis je termine avec la Trek. Alors la Trek n'était pas venue avec une grosse formation, hein. Mais normalement ils auraient quand même dû faire des choses sur les sprints. Sauf qu'on les a très peu vus sur les sprints, à part Aberasturi, je crois qu'il a fait un top 5. Anton Toulouk, qui finit 56e. Anton Toulouk, c'est quand même une énigme, hein, Toulouk. C'est un coureur qui, quand il est arrivé, à l'époque, ça s'appelait Belkin encore. Ça devait pas s'appeler Jumbo encore à l'époque quand il arrive. Anton Toulouk, on nous dit c'est un super crack, c'est un coureur qui va être vraiment très performant. Bon, je vais pas vous mentir que il a commencé à la Rabobank Développement. Ensuite, il a fait une année à la Rumput. Il a fait ensuite 2017 l'Auto NL jusqu'en 2021. Il y a eu du bon et du moins bon, on dira ça comme ça. Une victoire dans sa carrière, il y a eu du bon et du moins bon, c'est-à-dire dans le bon, vous avez une étape du Tour de Suisse, vous avez 12e du Tour de Lombardie, 11e du Dauphiné, vous avez également 2e du Tour d'Andalousie. Mais sur les grands tours, il n'a jamais été très performant, même dans son rôle d'équipier, hein, souvent on lâchait très tôt. Et puis là, cette année, quand tu regardes les résultats, c'est pas très bon, hein. Il n'y a pas sa meilleure place, 6e sur l'étape 1 du Tour de la Communauté de Valence, son premier jour de course. Ensuite, il y en a eu 50 autres jours de course et il n'a pas fait d'autres top 10 cette année. Et pourtant, Trek l'a pas emmené sur des très grosses courses, hein. Quand on regarde, à part le Dauphiné, le Romandie, si le Tour de Catalogne, oui, non, ils avaient misé sur lui pour les courses d'une semaine. Ça n'a pas été vraiment une réussite, hein, pour Anton Toulouk. Ouais, mais bon, déjà l'année dernière, je sais plus si ça avait été incroyable Anton Toulouk l'année dernière. Mais il avait souvent un rôle d'équipier quand même. Là, cette année, chez Trek, on s'attendait à ce qu'il ait peut-être un peu plus sa carte, ou au moins qu'il soit lieutenant, sauf que il a fait aucun des 3 grands tours et très peu présent sur les classements. Alors, est-ce qu'il a un problème physique, notamment un problème de genou, qui expliquerait ça, ou que ça va pas du tout mentalement, mais vu les qualités qu'avait ce coureur quand il est arrivé chez les professionnels, normalement, c'est pas un mec qui devrait se contenter d'être 56e du Tour de Croatie. Et malgré tout, s'il y avait eu des sprinteurs efficaces, sauf que Aberasturi, qu'on a peu vu aussi, pour sa première année en World Tour, il n'a pas fait des très grands sprints, et puis Moschetti non plus. Et pourtant, on peut pas dire que Mosca et Moschetti n'aient pas été agressifs, parfois dans les 3-4 derniers kilomètres. Donc c'était pas la course de la Trek cette semaine du côté de la Croix Race. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc pour des nouvelles aventures demain, après-demain, dans les jours à venir. On va parler cyclisme, notamment. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.